Brainstorm. J'aimerais juste, docteur Ali Hafedjeh, avant d'évoquer les risques sanitaires qui sont évoqués aussi, qui sont un des sujets de préoccupation majeurs ce soir, juste sur l'impact psychologique. Parce que là aussi, on est en train de parler des enfants, il y a les enfants, il y a les adultes, il y a Absolument, ces oui. images qui tournent en boucle, ça aussi, il faut les prendre Oui, en oui, charge. parce que maintenant, en médecine de catastrophe, de toute façon, ça fait partie d'un pan de la médecine de catastrophe pour l'après. Mais je voulais juste vous dire quelque chose, ça pourrait intéresser tout le monde quand même, mais là, j'ai été un peu impressionné aussi en regardant les images. J'avais amené ça à la limite de déplacement debout d'un adulte sportif stressé, quand la vitesse est de 0,25 mètres par seconde. Ça, c'est le département de Vaucluse qui avait calculé ça. Et ben, c'est de l'ordre de 1 mètre, quand vous avez 1 mètre. Alors là, c'est beaucoup plus que 0,25 mètres par seconde. À mon avis, ça doit être de l'ordre de plus de 3 mètres. Alors, à 1 mètre, l'enfant ne peut plus, de toute façon. L'adulte sportif, c'est seulement 50 centimètres. Donc, il ne peut plus se déplacer. Donc, vous imaginez un petit peu aussi l'effet des gens qui veulent peut-être parfois avancer dans l'eau. Bah, ils ne peuvent pas. Hein. On ne peut pas avancer. Donc ça, ensuite, c'est l'empathie qu'on peut avoir pour les Espagnols, en dehors des polémiques qu'il va y avoir, bien sûr. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on voit des scènes de désolation, l'impact psychologique, notamment dans les inondations, est assez longue. Parce qu'en fait, vous perdez pas juste quelque chose, boum, etc. Vous voyez votre maison, vous n'avez plus vos affaires, ça atteint la psychologie. Les enfants, ensuite aussi, c'est pour dire uniquement des choses simples, mais leur doudou, leur jouet, leur chambre, ils sont plus là, c'est fini tout ça. Et puis vous vous retrouvez complètement dans un endroit plutôt désertique et l'humidification n'est pas fait pour le moral. En tout cas, c'est un impact non seulement tout de suite immédiat, plus ou moins long terme, mais aussi ça peut durer. Ouais. Et on a des traumatismes ainsi, parce que là, il y a les décès, bien sûr, mais beaucoup de gens là qui sont impactés. C'est pas simplement 217 morts. C'est Hein. des milliers de On voit un chiffre sinistrés. à la télé, mais je pense que c'est quelques milliers de personnes qui sont touchées là-dessus. Je ne connais pas exactement les chiffres. Il faut savoir aussi que les inondations, c'est ce qui touche le plus comme catastrophe naturelle dans le monde. C'est 40% de toutes les catastrophes naturelles, c'est l'impact. Et il y a les victimes que vous voyez ici, c'est aussi mondial. C'est-à-dire il y a toujours, c'est plus de la moitié, 53-54% des victimes des catastrophes naturelles sont dues aux inondations. Donc, c'est énorme. Donc les inondations actuellement, on en parlera peut-être un petit peu après, avec les changements climatiques en plus, plus d'autres phénomènes, hein, l'urbanisation, le fait des nouveaux systèmes agricoles. Je peux en parler, c'est très intéressant. C'est un vrai enjeu. Un réel enjeu pour les années, années à venir. Et il y a effectivement ce qui se passe au moment de la catastrophe. Il y a les morts, il y a les disparus, il y a les sinistrés. Et puis il y a aussi les risques après la catastrophe. Vous confirmez, docteur, épidémie de choléra, typhus, ça reste très peu probable. Oui. Le vrai risque, ce sont les infections, les maladies infectieuses. C'est quoi? De quelles maladies on parle? Oui, sans parler des grandes maladies comme ça qu'on peut voir en Inde ou ailleurs, etc. Mais il faut parler des choses simples, hein, les colibacilles, les salmonelleuses, tout ça, ça fait autant de dégâts parce qu'on peut se déshydrater, des bébés. Enfin, il y a beaucoup aussi, vous vous rappelez, l'aérosolisation, la pulvérisation des bactéries donc dans l'air avec la pluie, mais aussi quand il va y avoir la boue aussi, c'est-à-dire les poussières. Les poussières aussi peuvent être nocives pour tout ce qui est ORL, infection pneumococcique, mais aussi infection pulmonaire, et puis aussi digestif. Donc tout ça, c'est un ensemble. Effectivement, typhus, choléra, je pense pas, parce que là, quand même... Alors, il aurait fallu aussi nous montrer un petit peu la géographie, un petit peu d'abord l'historique, c'est-à-dire comment ça se passe. Je pense que Maël peut-être l'a fait, je sais pas, mais s'il l'a pas fait, il faudra le faire. Donc c'est de montrer la carte des endroits. Est-ce que ça va vers l'eau? Moi, je ne le vois pas parce que je ne me rappelle pas de la géographie de cet endroit-là, mais ça peut nous aider énormément à pouvoir discuter. Parce que vous voyez comment ça va se propager, etc. Il faut connaître les choses avant de pouvoir donner des solutions. Les formations militaires de sécurité civile et des militaires qui sont spécialisés pour intervenir sur les théâtres de catastrophes comme celle-ci. Ça fait 1 semaine qu'ils sont prêts et ça fait 1 semaine qu'ils se disent et qu'ils ne comprennent pas pourquoi on les appelle pas en renfort. Comme le dit le colonel, il a tout à fait raison, mais il faut dire, je mets les pieds dans le plat, c'est la raison est uniquement politique. Ça fait 25 ans que je travaille là-dessus. J'avais me créé une force d'intervention indépendante des États qui pourrait plus se mettre au sein de l'Europe, puis ensuite des Nations Unies. Il y a bien les casques
blancs, les casques bleus. Ben, nous, on avait créé les casques blancs. Et c'est quoi? C'est automatiquement, et dans les 24 heures. C'est pas 6 jours après, parce que comme il le dit si bien, on peut pas retrouver des gens. Enfin, c'est l'ordre du miracle, et tant mieux s'il y en a. Mais si vous voulez, c'est dans les 24 heures, apolitique et au service, alors c'est là le mot principal, au service des autorités locales. Parce que tout le monde ne veut pas avoir la mainmise de notre État, que ce soit le Maroc, la Chine, les États-Unis. Mais sans avoir la mainmise dans notre État. Enfin, nous, typiquement, je prends le cas des inondations dans le Pas-de-Calais. Les inondations dans le Pas-de-Calais, on a eu un coup de main d'autres États. On a eu des matériels, des pompes, des pompes. On n'avait pas spécialement. C'était de quel pays d'ailleurs? Alors, il y a eu du Pays-Bas. Les Pays-Bas. Mais il faut qu'il y ait des accords. Des grosses inondations dans la Somme il y a quelques années qui avaient effectivement mis à disposition des pompes que la France n'avait pas. Donc ça fait partie des choses qui se font. Il faut qu'il y ait des accords. Il faut qu'il y ait des accords politiques. Il faut qu'ils le fassent en amont au sein de l'Europe. On peut le faire, malheureusement, on ne l'a pas fait. Il faut que ce soit automatique quand il y a une aide, que ce soit apolitique. Il n'y a pas de politique là-dedans. Je veux dire, quand quelqu'un a besoin d'être secouru sous les écombres, on va le sauver. On a besoin de chiens, on leur envoie. On a besoin d'hélicoptères, on leur donne. Et ainsi de suite. Et c'est vice-versa. La coordination a manqué au niveau de la région, c'est une réalité. Et ce qui a manqué aussi, effectivement, c'est peut-être la volonté du gouvernement central, justement parce que c'est un gouvernement de droite à Valence, d'imposer un certain nombre de mesures. Ils n'ont pas voulu. Oui, ils ont mal évalué. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a constaté cette colère, vous l'avez constaté tous. Ils ont peut-être mal évalué. Il n'y a pas de droite ou de gauche quand il y a 10 000 morts ou 5 000 morts. C'est un chiffre. C'est une mauvaise évaluation. Je ne suis pas tellement d'accord que si la droite ou la gauche se bagarrent au niveau des victimes, non, mais ils doivent être pareils. On est tous d'accord. Ou alors ils sont fous. Mais c'est une question qui est soulevée par la population et c'est une colère. Voilà. Oui, mais c'est pour ça que je dis quand il y a un dépassement de certains niveaux d'alerte, ça ne se discute pas. C'est pas... Chez nous, ce ne sera pas le ministre ou la région qui va décider. Il y a tant de morts, on applique militairement les choses. Point barre, c'est tout. L'Espagne est un pays très décentralisé. C'est le régime tel que ça marche, c'est comme ça. Il y a un exemple qui est donné aujourd'hui en Espagne, c'est les attentats de Madrid sur 162 identifications qui avaient été effectuées, autopsie en fait. Il n'y avait que 39 cadavres qui avaient été identifiés sur 162 autopsies. Ça devient extrêmement compliqué de pouvoir identifier les corps. Et on s'attarde dessus parce que c'est extrêmement important pour les familles des victimes forcément d'avoir une réponse. Là aussi, il y a un travail dans l'urgence qui doit être fait parce que ces familles, elles ont besoin d'avoir des réponses. Docteur, pourquoi l'eau forcément détériore les corps et ça rend beaucoup plus compliqué le travail d'identification? Tout à fait, oui. Il y a d'abord la putréfaction plus rapide. Ensuite, quelque chose de beaucoup plus simple, sans être morbide, c'est-à-dire que l'eau, ça fait gonfler un petit peu les visages, les tissus, et donc c'est plus compliqué de voir, reconnaître quelqu'un déjà. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, effectivement, la putréfaction, tout ce qu'on dit. Et puis, il y a aussi le fait que parfois, vous savez, quand on cherche quelqu'un, on cherche ses papiers, des choses comme ça. Avec l'eau, tu sais, tout se part, on n'y pense pas. On se retrouve avec des papiers qui c'est parti, l'eau complètement. Moi, j'étais sur le tsunami d'Asie du Sud-Est. C'était encore pire parce que c'était l'eau salée. Et donc, c'est une autre complication. Là, c'est de l'eau boueuse, parce que c'est un autre problème. Et donc, ça érode, ça fait partir un tout petit peu les rides et tout ce qu'il y a. Et donc, ça devient très complexe. Voilà, donc ça, ce sont des choses simples à comprendre un petit peu avec l'eau. Mais une semaine, de toute façon, moi, je le dis encore une fois, il faudrait que le système des secours et des catastrophes soit revu, non seulement dans ces pays-là, mais aussi au niveau européen. Que l'aide soit automatique, c'est le plus important, car la population souffrira de plus en plus. Il faut savoir que les inondations seront de plus en plus nombreuses dans les années qui viennent, et il faut s'y préparer. Nous sommes à 5% de la population qui peuvent être atteintes, avec 17 millions de personnes qui peuvent être susceptibles. C'est une étude de 17 millions de l'État, Français qui vivent dans des zones inondables et qu'on tire les leçons de ces catastrophes pour adapter les leçons, voilà, c'est ce qu'il y a de plus important, Perrine, c'est ça le message. Ouais. C'est plus que journalistique, c'est humain. J'aimerais quand même revenir sur cette odeur. On a nos reporters qui nous le soulignent, un certain nombre de témoins qui sont sur place aussi. On voit tous ces gens qui sont masqués. Elle est le symptôme de quoi, cette odeur ? Là, il y a beaucoup de mélanges, mais n'oublions pas quand même que la putréfaction dont je parlais tout à l'heure avec l'eau des pluies, mais aussi il y a aussi les eaux usées qui remontent, et donc parce que ça fait contre-courant, en fait, s'il y a trop d'eau qui arrive, alors que l'écoulement doit se faire dans un sens
il se fait dans l'autre, en plus ça se mélange, non seulement ça, mais aussi des corps, il y a aussi des animaux, hein, faut pas oublier, il y a aussi des chiens, des chats, il y a toutes sortes d'animaux qui sont aussi morts et qui amplifient ces odeurs, les odeurs agricoles déjà, enfin tout cela, ça fait une sorte de boue qui est déjà existante en plus et remontant les eaux usées et voilà, ça donne des odeurs qui sont assez fortes, mais que tout le monde peut comprendre. Ensuite, il faut que ça se draine. C'est ça le problème principal. Et quand il n'y a pas d'évacuation, il faut que l'eau ne stagne pas, en gros. C'est là où pour ça, il faut déblayer aussi. Oui, il faut le déblayer, mais il faut qu'il y ait une ouverture, c'est ce que je voulais dire, vers la mer. Par exemple, s'il y a des voitures, comme tout à l'heure, on disait, etc., pour déblayer, bah, ça empêche, ça fait barrage. Il faut ouvrir absolument vers les rivières. Je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, il y a des granges. D'ailleurs, il y a une brigade qui ne fait qu'aller chercher les animaux morts. À la date d'aujourd'hui, il y a un peu plus de 3000 animaux morts qui ont été récupérés dans différentes granges, justement pour essayer d'éviter une possible épidémie qui pourrait venir par la suite. Très important. Avec les risques sanitaires que ça implique, il y a une inquiétude des autorités en termes de crise. Il y a une inquiétude réelle, hein, donc c'est pour ça, à la date d'aujourd'hui, un peu plus de 3000 animaux morts ont été récupérés. Deux mots, ce que vous avez dit, ce que c'est que l'urgence. Évidemment, il faut des abris, mais il faut de la nourriture et de la boisson, ça réconforte aussi, il ne faut pas oublier ça. Et puis aussi des cellules qui puissent les accompagner, leur expliquer un tout petit peu. Et ça, c'est une petite chaîne, ça paraît rien, mais c'est ça qui généralement aide les personnes quand ils n'ont plus rien. Oui. Pour l'heure, on va partir aux États-Unis pour notre page spéciale US, J-1 avant le scrutin.